Je vais laisser la parole donc à Marie-France Cano, qui a été la cheville ouvrière de ce colloque, et elle va présenter les deux premiers intervenants. Merci. Alors c'est une bien agréable mission qui m'incombe, et je me demande est-ce qu'il est nécessaire de présenter François Héran, parce que je pense que quiconque s'intéresse aux migrations a forcément croisé un jour ou l'autre ses écrits. Mais c'est un immense honneur et un très grand plaisir pour moi de présenter François Héran, alors je vais quand même le faire. François Héran est anthropologue, sociologue, démographe, je crois qu'il est aussi philosophe. Il a été le directeur de la section des enquêtes et études démographiques à l'INSEE. Il a été pendant 10 ans le directeur de l'INED, l'Institut national des études démographiques. Il était en charge des sciences sociales à l'Agence nationale de la recherche et il est maintenant professeur au Collège de France en charge de la chaire Migration et Société. Et il donne des cours absolument passionnants. Et par ailleurs, il est le président fondateur de l'Institut Convergence Migration, qui rassemble toutes les études sur les migrations, quelle que soit la discipline, et de manière internationale. Donc, je crois que personne n'était mieux placé pour nous parler des définitions d'une part et de la réalité des chiffres. Alors, ce n'est pas la commande habituelle. Si, voilà. Voilà, merci Marie-France Cano pour cette généreuse présentation. C'est moi qui suis très honoré d'être invité par le réseau aujourd'hui. C'est un réseau vraiment impressionnant, comme il y en a plusieurs en France. J'aime beaucoup ce genre d'invitation parce que je vois tout le travail formidable d'accueil, d'approfondissement et aussi le désir de pouvoir remettre cette action quotidienne en perspective. Et voilà, de la même façon, les chercheurs que je coordonne font beaucoup de travail de terrain aussi, hein, passent parfois des mois à suivre des migrants, travaillent dans les pays d'origine et pas seulement dans les pays de destination, travaillent mais aussi avec les autorités, avec les conseils généraux. Nous avons plusieurs actions de ce genre, travaillent avec les grandes instances qui accueillent, doivent accueillir les migrants comme l'OFI, l'OFPRA, etc. Enfin, nous essayons d'être vraiment, de travailler sur le terrain. Et alors je voulais commencer par une anecdote. J'ai été invité il y a 2 soirs à l'émission de France Inter, Le téléphone sonne. Et vous savez, le principe, c'est qu'il y a des auditeurs qui appellent au téléphone, qui posent des questions. Et puis il y a de jeunes journalistes qui trient les questions, les présentent sur un panneau, et la journaliste qui interviewe choisit les questions. Alors à la fin de l'émission, où j'avais présenté un certain nombre d'éléments que je vous présenterai aujourd'hui, j'ai dit, mais écoutez, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de contradicteurs, avoir des questions un peu plus percutantes. Et les 2 jeunes journalistes chargés du tri m'ont dit, mais il y en avait, mais c'était tellement ordurier, insultant, c'était tellement épouvantable comme langage que ça ne pouvait pas passer à l'antenne. Et ça vous donne quand même une idée terrible de l'état du débat actuellement. Hein, on a vu comment un commentateur d'une chaîne en continu a adressé une bordée d'injures à un député. Voilà, donc le débat il est très difficile, j'en ai bien conscience, et je suis évidemment certain que c'est pas simplement en présentant des données objectives qu'on arrivera à gagner ce que Marine Le Pen avait appelé la bataille du constat. Elle est persuadée d'avoir gagné la bataille du constat. Je pense qu'il faut quand même pas abandonner la bataille, et ensuite il faut évidemment la mettre en connexion avec d'autres questions. Alors je vais commencer par des faits qui sont pas très connus. Voici
En chiffres absolus, ce sont des millions en rouge, et puis en chiffres proportionnels, en bleu, l'importance de la population immigrée dans la population française, depuis que c'est connu, depuis le Second Empire, depuis 1851 jusqu'à nos jours. Je ne vais pas commenter chaque inflexion de cette courbe, on voit bien que l'entre-deux-guerres était un grand moment d'appel à la migration, qu'ensuite, dans les années 30, il y a eu une chute liée à la crise économique, à la xénophobie régnante, et qu'ensuite, vous voyez bien que dans les années 50 aux années 70, il y a une forte augmentation de l'immigration. Regardez la ligne bleue, on est passé de 5% à 7,4% de la population française. Et puis, il y a eu une stagnation très très nette de 1974 à 2000. Et c'est des années de crise économique, qui ont été déclenchées par la guerre du Kippour, le quadruplement des prix du pétrole, etc. Et il y a eu d'autres causes, le chômage de masse. Et à partir de 2000, la migration reprend sa progression de façon très très nette, très spectaculaire. Il faut que je parle plus près du micro. Eh bien, je vais presque avaler le micro. Donc, et vous voyez que après cette période de stagnation de 1974 à 2000, il y a une montée très systématique, très progressive. Là, les points se multiplient parce que le recensement français prend un rythme annuel. Chaque année, on recense 1/7 de la population. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, d'ailleurs, ça nous donne une estimation beaucoup plus précise de l'évolution de la population immigrée. Alors ça, c'est la première génération. Et si on y ajoute la seconde génération, c'est-à-dire les enfants d'un ou de deux parents immigrés nés en France, ça double à peu près les chiffres. C'est ça l'ordre de grandeur. Et vous voyez que quand on fait un zoom sur les dernières années, eh bien, quels que soient les quinquennats ou septennats concernés, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, ça ne change pas. Il y a une montée continue qui correspond en fait à une progression générale et continue de l'immigration dans l'ensemble du monde. Je vais vous en parler dans un instant. Et donc, l'idée, c'est la faute au dernier président, c'est la faute au président X, Y, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est une lame de fond, continue, qui en réalité ne dépend pas du politique. Il y a une formidable surestimation du pouvoir du politique à pouvoir contrôler, ralentir, et certains même prétendent inverser. Ce n'est que Zemmour voulait non seulement abolir l'immigration, mais l'abolir rétrospectivement en renvoyant 1 million de personnes chez elle pendant 5 ans. Évidemment, face à ce mouvement général que vous constatez là, alors que pendant ce temps-là, nous avons eu une vingtaine de lois pour essayer de contrôler les flux de l'immigration et de l'asile, le mouvement continue. Alors la question que je me pose, c'est: est-ce que c'est plus fort, plus faible? Est-ce que c'est simplement le reflet d'un mouvement mondial ou européen général? Si on regarde, et ça c'est des chiffres qui viennent de l'ONU, la division de la population de l'ONU compile systématiquement les recensements, les enquêtes du monde entier. C'est un travail qui est fait de plus en plus précisément. On n'aurait pas pu dresser ce genre de bilan dans les années 70, alors que maintenant ça prend vraiment une qualité considérable. Et vous voyez qu'au milieu du graphique, vous avez un monde, dans le monde, et les chiffres figurent en bas, il y a une progression de l'immigration dans le monde qui est de 62%. Depuis 2000, le nombre des immigrés ou des émigrés, évidemment à l'échelle mondiale c'est la même chose, a progressé de 62%. La France, c'est 36%. Donc nous sommes assez en dessous, nettement en dessous de la moyenne mondiale. Et puis vous voyez que l'Europe est très divisée. Alors il y a une progression très forte dans l'Europe du Sud parce que l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal étaient des pays plutôt d'émigration jusqu'en l'an 2000 et sont devenus des pays d'immigration seulement à partir de l'an 2000, d'où une forte progression. Les pays nordiques, c'est une autre raison. Eux, ils ont très tôt réagi aux demandes d'accueil du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, et souvent, pendant ces années, ils ont été les seuls à peu près à accueillir des gens de la Corne de l'Afrique, des Irakiens, des Afghans, etc. Ils ont été les premiers à commencer. Le Royaume-Uni et l'Irlande, c'est autre chose. Il y a certes eu le Brexit à partir de 2016, mais
ils continuent de recevoir en nombre des Indiens, des Pakistanais, enfin les personnes qui viennent de ce qu'on appelle le nouveau Commonwealth. L'Allemagne, en vert, a suivi une trajectoire tout à fait particulière, qui est liée au fait qu'en 2015, à partir de 2015, elle a pris une part considérable dans l'accueil des réfugiés, et vous voyez qu'elle se situait sous la France par l'importance de la population immigrée, et elle est maintenant très nettement au-dessus, puisque le nombre des immigrés en Allemagne a augmenté 75% depuis 2000. Le reste de l'Europe de l'Ouest, c'est la Belgique, Luxembourg, la Suisse, les Pays-Bas, enfin ce sont les pays-là, c'est plus 58%. Et puis, en bas de ce schéma, vous avez l'Europe anciennement communiste. Tout en bas, l'Europe orientale, c'est la Russie, le Bélarus et l'Ukraine. Ce sont les seules parties de l'Europe où il y a eu une baisse de l'immigration, parce que ce ne sont pas des pays attractifs. L'Europe du Sud-Est, la Bulgarie, la Roumanie, enfin, ils sont un peu sur le chemin des migrants, et donc il y a eu une augmentation qui n'est pas négligeable, de 25%. Et puis l'Europe centrale, c'est toute cette bande qui va du nord au sud, qui va des pays baltes à la Slovénie, qui passe par la Hongrie, par la Pologne, avec une très forte réticence vis-à-vis de la montée des migrants. Donc vous voyez que la position de la France, dans ce schéma général, elle est quand même assez modeste. Hein. Nous sommes situés plutôt vers le bas du chemin, du niveau européen. Et on ne peut pas dire qu'il y ait eu, même si plus 36% c'est important, qu'il y ait eu une invasion, un tsunami, etc. Enfin, toutes ces métaphores qui ont été abondamment utilisées. Alors, si on regarde maintenant comment se composent les flux qui entrent en France, et là je vais prendre... ce que j'avais montré tout à l'heure, c'était la part de la population recensée chaque année, ce qu'on appelle le stock dans le langage cru des démographes. Et là, je vais vous montrer cette fois des flux, c'est-à-dire année après année, le nombre de nouveaux titres de séjour qui ont été accordés par les préfectures, et c'est une source qui vient du ministère de l'Intérieur. Alors bien sûr, on voit en 2020 la chute liée au Covid, une reprise ensuite. Qu'est-ce qui a le plus augmenté dans cette affaire ? C'est les étudiants, de loin. Et on a une progression, en gros, 54% de la progression des titres depuis 2005 est due à la progression de la migration estudiantine. Mais c'est moins que ce qui se passe dans le monde entier, parce que dans le monde entier, le nombre des étudiants est multiplié par 3 dans l'intervalle. Là, c'est pas le cas, on est à plus 80%, quelque chose comme ça. Donc, oui, la France fait partie des grands pays du monde qui essaient d'attirer les étudiants. Derrière, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Allemagne, enfin, nous faisons partie des 6 pays qui attirent le plus d'étudiants, et ça s'est beaucoup développé. Chose dont on ne parle pas beaucoup, même s'il y a eu à un moment une tentative de réduire leur nombre en les taxant, en augmentant fortement les frais d'inscription, ce que le Conseil constitutionnel a fait échouer, comme vous le savez. Et qu'est-ce qui a augmenté aussi la part des réfugiés et des malades? Mais enfin, c'est pas considérable. Les chiffres que vous avez là, ce sont des milliers de personnes. Donc on est à 40 000 personnes dans l'année 2021. C'est la moindre des choses que le nombre des réfugiés, les malades, c'est très peu dans l'ensemble, est augmenté depuis les crises de l'asile, les crises du refuge qu'on a connues à partir de 2015. Je rappelle qu'on a débouté à peu près les 2/3 des personnes en question qui peuvent se retrouver les années suivantes dans d'autres catégories, hein, comme dans les catégories familiales, on va le voir, ou même de travail, puisque les irréguliers ne sont pas à ajouter simplement à ces chiffres, sinon on ferait beaucoup de double compte. Une partie non négligeable se retrouve, et ça je vous en parlerai dans un instant. Alors la migration de travail a augmenté, non pas à cause de Nicolas Sarkozy qui avait fait ses lois, notamment en 2006. La fameuse immigration choisie n'a pas marché, ça a été un échec total. Il y avait l'idée à l'époque, qui avait été parfaitement proclamée, que l'immigration choisie devait être plus importante que le reste qualifié d'immigration subie. On ne s'est jamais rapproché de ça sous l'époque de Sarkozy, on en est très très loin. Ce qui a augmenté récemment, c'est les passeports talents, qui au début étaient accordés aux patrons des entreprises innovantes, aux patrons des start-up, mais ensuite ont été élargis à tous leurs salariés. Et c'est ça qui a fait monter la migration de travail, comme on le voit bien sur ce schéma, et qui a fini par nous rapprocher un peu de l'importance relative de la migration de travail qu'on observe dans les autres pays européens. Et puis il y a des catégories autres avec des situations assez variables.
La partie centrale du graphique, la migration familiale, vous voyez qu'elle est très très stable. Les familles de Français, ça a même baissé fortement. Hein. Alors quand on regarde, quand on calcule, on voit qu'il y a une augmentation des titres de séjour en 16 ans. 16 ans, c'est la partie sur laquelle la nomenclature est la plus stable et on peut vraiment faire des comparaisons. Donc la hausse, je le disais, était due à 54% à la montée des étudiants, à 27% à la montée du travail, à 24% au refuge, mais la migration familiale, sur laquelle le débat public fait une fixation obsessionnelle. La migration familiale n'est pour rien dans l'augmentation, puisque globalement, elle a reculé. Alors, elle a augmenté de 16%. Quand on regarde la réunification familiale auprès des étrangers, 16% en 16 ans, c'est pas énorme comme augmentation, et elle a baissé fortement pour les mariages mixtes, puisqu'on a tout fait pour rendre les mariages mixtes les plus difficiles possibles, alors que c'est un gage de l'intégration et du brassage des populations pour la suite. C'est un gros paradoxe. Hein. On prétend avoir des politiques d'intégration, mais une bonne partie de nos politiques sont des politiques qui contrecarrent l'intégration. Donc, prétendre que... Alors, si on regarde ici le détail des titres de séjour pour motif familial, vous voyez qu'en haut, donc, les conjoints de Français, ça a baissé, et c'est pas seulement lié au Covid. Et si vous regardez la partie médiane, le regroupement familial proprement dit, c'est-à-dire le droit qu'a un étranger de faire venir le reste de sa famille, c'est 11 000, 12 000 personnes par an, ce qui est très très faible par rapport aux 270 000 titres de séjour distribués par année, c'est 3%, c'est quelque chose comme ça. On ne peut pas dire que le regroupement familial soit la pompe aspirante qui alimente l'ensemble de l'immigration. C'est totalement faux. Or, c'est un argument qui est sans cesse répété. Ce qui a augmenté, ce sont les parties supérieures, hein, en orange, en jaune, qui sont, voilà, un étranger fait venir un ressortissant qui appartient à l'Union européenne, ou bien c'est le chercheur du CNRS qui fait venir un conjoint qui n'est pas européen mais qui est hautement qualifié, etc. Enfin, c'est des cas, c'est ça qui a augmenté, hein, c'est la migration hautement qualifiée. Mais le regroupement familial stricto sensu est parfaitement contenu, ben, c'est pas parce que les lois qui se sont multipliées ont lutté contre les mariages blancs, les mariages gris, ont imposé des contraintes, des seuils de ressources, des surfaces d'appartements, etc., etc. Et puis en bas, c'est la partie la plus intéressante, celle qui suscite aussi beaucoup de débats, c'est notamment les fameux titres vie privée et familiale, où vous avez l'application de la circulaire Valls, qui elle-même est la prise en compte du fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit qu'il serait vraiment disproportionné de refuser un titre de séjour à des personnes qui ont accumulé des attaches suffisamment longues, exclusives, multiples avec la France. Parce qu'à ce moment-là, ça romprait leur vie privée familiale. Il faut rappeler que ce fameux article 8, qui était la cible de beaucoup d'attaques, je me souviens par exemple de M. Juvin, qui a été un des candidats à la primaire des Républicains, disant « il faut que la France se retire de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'on revienne uniquement si l'article 8 est réécrit ». Il y a eu des gens qui ont simplement préconisé le retrait, la résiliation de la Convention européenne des droits de l'homme. En réalité, cet article 8, quand on le lit bien et quand on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une jurisprudence, une casuistique extrêmement complexe. Il n'y a rien de mécanique dans l'application de l'article 8. Ça ne permet pas automatiquement de régulariser des personnes au nom de la vie privée et familiale. Vous savez que ça dépend d'une commission qui entoure le préfet, qui ne lit pas le préfet, qui est capable d'une façon tout à fait discrétionnaire de tenir compte ou pas de l'avis de la commission, et on a un nombre important de préfets qui n'appliquent pas cette possibilité. Donc finalement, au total, on a 11 000, 10 000 personnes qui sont régularisés à ce titre, des sans-papiers, sur lesquels une enquête officielle du ministère de l'Intérieur a jeté une lumière étonnante il y a 1 an et demi à peu près. C'est l'enquête ELIPA, l'enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants, une enquête faite par le ministère de l'Intérieur, qui consiste à prendre un échantillon de personnes qui ont obtenu un titre une année donnée, à les suivre pendant 2-3 ans pour voir si le
progressent dans l'emploi, dans l'apprentissage de la langue française, etc. Donc c'est une enquête très intéressante qui s'est inspirée d'un modèle canadien, une enquête qui ne mesure pas simplement les écarts entre les groupes à un instant T, mais qui regarde la progression dans le temps. Et cette enquête a révélé que 40% des personnes qui ont obtenu un titre pour vie privée et familiale, 40% étaient déjà là il y a 10 ans. La première enquête qui nous donne, qui mesure le temps d'attente, de patience qui était infligé à ces personnes. Donc vous voyez, 11 000 personnes vie privée et familiale, 10 000 pour le regroupement familial, alors qu'on a 275 000 titres de séjour en tout. Ça n'est pas là qu'on a les pompes aspirantes de l'immigration. Il y a un décalage complet entre le débat public sur les titres de séjour et la réalité. Il y a un décalage complet. Alors du coup, on peut le vérifier par toutes sortes d'autres comparaisons qui sont faites par Eurostat, par l'OCDE. On n'a pas, et ça c'est ce que j'avais dit il y a déjà une quinzaine d'années, on n'a pas une intrusion massive de l'immigration, on a une infiltration durable. Et on a eu cet été, le 5 juillet 2022, donc on a eu deux résultats nouveaux, extrêmement intéressants, qui sont très éclairants sur ce que représente l'immigration dans la société française. Le premier résultat a été donné, donc, les deux résultats viennent de l'enquête Théo, Trajectoire et Origine, la deuxième version, celle qui est passée sur le terrain en 2019-2020. Et pour la première fois, l'INSEE et l'INED ont eu l'autorisation de poser des questions, non seulement sur le pays de naissance et la première nationalité des personnes interrogées, non seulement sur celle de leurs parents, mais aussi sur celle de leurs grands-parents. C'était la première fois qu'on avait le droit de poser des questions sur 3 générations. Et il en ressort qu'au total, 31% de la population vivant en France a un lien avec l'immigration en première, deuxième ou troisième génération. Quand on somme, c'est un quart quand on le fait sur 2 générations. En gros, c'est 11% sur la première génération, un quart quand on passe à la deuxième génération et presque un tiers quand on fait le bilan sur 3 générations. Mais en même temps qu'on a ce résultat qui donne une idée de l'importance de l'immigration dans la population, on a ce résultat très intéressant qu'il y a 5% seulement des adultes qui ont leurs 4 grands-parents immigrés. Même si vous prenez par exemple les personnes d'origine maghrébine, il n'y en a que 20% qui ont leurs 4 grands-parents immigrés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans l'intervalle, à la deuxième, à la troisième génération, il y a les mariages mixtes, il y a les unions mixtes. Vous avez des grands-parents d'origine variée. 95% des personnes à la troisième génération ont des parents des grands-parents dont les uns sont immigrés, étaient nés à l'étranger et d'autres pas. Ça veut dire que l'intégration marche. Il y a un brassage des populations très important. Ce contraste entre un tiers de la population liée à l'immigration sur 3 générations, mais seulement 5% qui ont leurs 4 grands-parents, c'était la grande nouveauté des données présentées le 5 juillet, qui n'a pas été vraiment mis en relief, mis en valeur. Il y a juste un article du Monde de Julia Pasquale qui, elle a très bien chopé la chose, elle a très bien compris ce qu'il en était, et c'est à peu près le seul compte-rendu qui a montré l'importance de tout ça. En même temps, il y a une forte réduction de la fécondité d'une génération à l'autre, qui fait que mécaniquement, la part des personnes, des ascendants, évidemment diminue. Là, voilà, par exemple, quand on prend les générations de naissance des femmes, il faudra encore prolonger le graphique, eh bien, par rapport aux générations des années 30, dans l'espace de 30 ans, vous voyez que les immigrés nés au Maghreb, les mères nées au Maghreb, ont fortement réduit leur fécondité, que l'ensemble des immigrés aussi l'a fait, les natifs, une petite réduction. Il y a une convergence. Il y a une convergence des comportements, et on voit d'ailleurs que dès la deuxième génération, les femmes qui sont entrées en France à l'âge de 0 ans, ou qui sont nés en France, de parents immigrés, eh bien, ont déjà aligné leur fécondité sur celle de la génération précédente. Et tous les calculs que l'on voit régulièrement, les pseudo-projections démographiques qui sont faites sur le grand remplacement, oublient ça. Ils figent les écarts entre groupes pour les décennies à venir, sans s'apercevoir que ça va créer un effet multiplicatif, génération après génération, en omettant cette dynamique de convergence qui est extrêmement nette et que je pourrais montrer par d'autres procédés.
Alors venons-en maintenant à l'accueil des exilés, en nous centrant sur ce que la France a fait, exactement, a accompli par rapport aux différentes vagues d'exilés. Vous vous souvenez peut-être que Emmanuel Macron, en sa qualité de président du Conseil de l'Union européenne, 2 jours après, je crois, l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, a déclaré que la France, comme tous les pays de l'Union, allait prendre sa part dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Nous le ferons en Européens de manière coordonnée, responsable et solidaire. Alors il y a eu effectivement une coordination, il y a eu effectivement une solidarité, puisque l'Union européenne, comme un seul homme, a décidé que les Ukrainiens pouvaient bénéficier de la protection temporaire, qui était un dispositif qui existait depuis longtemps, mais qui n'avait jamais été activé. En 2015, Manuel Valls, quand il était Premier ministre au Parlement, avait évoqué la possibilité d'utiliser cette protection temporaire. Il savait qu'elle existait et il avait dit non, nous n'y aurons pas recours, car les gens qui bénéficieraient de cette protection temporaire pourraient en profiter pour demander l'asile. Et c'est l'argument qu'il a très clairement exprimé à l'époque. Et ça, c'était à l'égard des Syriens. C'est assez étrange de voir que par rapport aux Ukrainiens, l'idée, ils risquent de profiter de la protection temporaire pour demander l'asile, n'a pas du tout été invoquée. Alors, prendre sa part. Alors, c'est une allusion à la fameuse phrase de Rocard, de Michel Rocard, en 1900. C'était donc en 89, l'affaire de Creil, quelques mois après l'affaire de Creil en 89, il s'exprime au Parlement, il s'exprime à la télévision, il va s'exprimer également devant une association d'élus socialistes d'origine immigrée, ça c'est assez curieux, il va répéter très fortement « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est pas possible », etc. Et 7 ans après, dans une tribune du Monde, peut-être gêné par l'impact considérable de cette formule proverbiale qui est très difficile à réfuter, les proverbes ça ne se réfute pas. Bon. Il ajoute dans cette tribune « mais la France doit en prendre sa part ». La seconde partie de la phrase, on ne peut pas accueillir toute la mesure du monde, mais la France doit en prendre sa part, est un rajout 7 ans après. Je l'explique, c'est un repentir après 7 ans de réflexion. Et or, très souvent, et je me souviens par exemple en 2018, lors du débat sur la loi Collomb, à un moment, il y a un député de la droite qui évoque cette phrase « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Tous les députés socialistes, comme un seul homme, crient « mais elle doit en prendre sa part ». Et ils ignoraient que ce rajout de Michel Rocard avait été fait seulement 7 ans après. Donc il y a toujours un peu cette idée-là qui traîne. Et si je dis la France doit en prendre sa part, ben, je vais rallier à moi la gauche qui a adhéré à cette idée. C'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce serait quoi prendre la part? C'est notre part. Il y a 2 critères assez simples, je n'en vois pas d'autres. On représente 15% de la population de l'Union européenne. On représente 17% du PIB, bon, donc c'est à peu près 16% quoi, des exilés que nous devrions accueillir. Alors, je ne vais pas lire le discours de Manuel Valls, 16 septembre 2015, enfin, en partie, voilà, cette crise migratoire, la plus forte, mais l'Union européenne fait une responsabilité historique, il faut qu'on soit à la hauteur de notre rang, etc. Le gouvernement français ne remettra jamais en cause ce droit qui est à son honneur, qui constitue une référence de liberté partout dans le monde, etc. Or, plusieurs pays, cependant, refusent aujourd'hui de jouer le jeu, et ça c'est une allusion à la Hongrie, à la Pologne, au groupe de Visegrad. C'est, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, inacceptable. Chacun doit prendre sa part de l'effort. Vous retrouvez la formule en fonction, bien sûr, de ses capacités. Donc on va regarder ce que c'est que, quelle part nous avons prise et ce que ça veut dire, les capacités d'accueil. C'est quoi? Prenons les Syriens, commençons par les Syriens, et je vais faire ça assez vite. Il y a 6,8 millions de Syriens qui ont dû quitter leur pays. Il y en a à peu près autant qui ont été déplacés internes. Donc c'est énorme. C'est 22 millions d'habitants, la Syrie à l'époque. Quel est le pourcentage qui ont réussi à déposer une demande d'asile dans l'espace économique européen, l'Union européenne plus la Suisse, la Norvège, l'Islande, etc. 18%. 18% ont pu déposer une demande. Ça fait 1 215 000 personnes. Sur 5 215 000, eh bien, l'Allemagne en a accueilli 53%, et nous, on en a accueilli 3%.
nous avons accueilli 17 fois moins de Syriens que l'Allemagne. Et si on corrige, si on rapproche, si on tient compte du fait que les deux pays n'ont pas le même chiffre de population, 83 millions d'habitants en Allemagne, 67 chez nous, le rapport n'est plus de 1 à 17, mais de 1 à 14. Bon. Donc, à proportion, par population identique, on a accueilli 14 fois moins de Syriens que les Allemands. Quand on regarde les Irakiens, c'est à peu près la même chose. Nous avons pris 3,5%, les Allemands quasiment la moitié. Les Afghans, là, nous avons fait un effort particulier, c'est 8% et pas 4%, mais ça reste beaucoup moins que les Allemands. Ça, c'est parce que nous avions employé des Afghans, évidemment, au service de notre corps expéditionnaire. Et quand on regarde la somme de ces trois pays, donc 4,5% face à 47%, donc vous voyez, 10 fois moins proportionnellement que les Allemands. Et si on prend les Ukrainiens, aux surprises, on retrouve les 4%. Les Ukrainiens, c'est 44 millions d'habitants, c'est 2 fois plus que la Syrie. Il y en a 34% qui sont allés dans l'espace économique européen. Il y en a beaucoup qui sont allés dans les pays limitrophes. Et vous voyez un peu les proportions. Donc, il faut le dire très nettement, nous sommes très très loin d'avoir pris notre part dans l'accueil. On n'a pas pris 16% ou 17% de ces gens-là. On n'a pris que 4%. Voilà. Et quand vous essayez de graphiquer tout ça, là, sur la période 2014 à 2020, vous voyez, la Pologne, j'ai dessiné les chiffres pour la Pologne, hein, mais ils sont si bas qu'ils disparaissent dans l'épaisseur du trait. Et la France est quand même plus proche de la Pologne que de l'Allemagne. Il va falloir conclure. Eh bien, on va bientôt conclure. On a fait des choses assez étonnantes, comme par exemple, le Conseil d'État a validé le refus d'accorder des visas de transit aéroportuaires aux Syriens qui voulaient passer par la France, simplement passer par un aéroport français pour aller ailleurs. Et le Conseil d'État a dit non, non, en cas d'urgence dû à un afflux massif de migrants clandestins, il est normal que les pays prennent des dispositions contre ça. Les associations s'étaient insurgées là-dessus et rien n'y a fait. Donc le Conseil d'État aussi a sa notion de la statistique spontanée. Hein. Il a pensé à un afflux massif, mais cet afflux massif n'est jamais arrivé. Voici la répartition des 6,4 millions de réfugiés ukrainiens qui étaient estimés en mai 2022. Depuis, la statistique a progressé, mais on ne peut pas dire que ça ait beaucoup changé. Vous voyez que la place de la France n'est pas spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand on regarde finalement où sont allés les Ukrainiens, ils sont allés dans les pays où il y a des diasporas. Je ne commente pas l'essentiel des chiffres. Il n'y avait que 15 000 Ukrainiens en France avant la guerre, alors qu'il y en avait 500 000 en Pologne, 107 000 en Espagne, 235 000 en Italie, etc. Donc, en fait, qui a pris sa part dans l'accueil des Ukrainiens? Ce sont les diasporas, essentiellement. C'est ça le résultat. Et bien sûr, on a des demandes d'asile qui viennent d'autres pays, et c'est ça le paradoxe. On n'a pas pris notre part dans l'enregistrement des demandes d'asile urgentes et massives du Moyen-Orient, mais finalement dans celui des autres régions du monde. Quand vous prenez tous les autres pays dont les ressortissants ont des demandes d'asile, en 2021, on a la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, la Guinée, etc. Ça change un petit peu d'une année à l'autre. Là, oui, il y a 18% des demandes d'asile émanant de toute cette région du monde, donc hormis le triangle Irak, Iran, Afghanistan, et qui, donc, c'est un peu plus que notre poids dans le PIB européen, mais il y a 75% ont vu leurs demandes rejetées, alors que c'est quand même des pays qui sont très problématiques. Voilà, alors je termine là-dessus. Qu'est-ce que c'est que les capacités d'accueil? Régulièrement, vous avez des candidats, des parlementaires qui disent qu'il faudrait introduire dans la loi l'obligation pour le Parlement de voter chaque année la quantité de migrants dont nous avons strictement besoin pour nos besoins et en fonction de nos capacités. On a même dit à un moment qu'il faudrait que des experts déterminent quelles sont les capacités de la France. Bon. Moi, je distingue deux types de capacités. Il y a les capacités structurelles, c'est-à-dire au prorata de la population, au prorata de notre richesse. Voilà, on pourrait dire au prorata de l'étendue du territoire, ça pourrait être un autre domaine dans les capacités structurelles. Mais il y a aussi, évidemment, les capacités d'accueil qui, elles, sont politiquement construites. Vous faites partie des capacités d'accueil qui sont socialement construites et qui essaient, dans leur humble mesure, de contribuer à renforcer nos capacités d'accueil.
d'accueil. Mais évidemment, ça dépend de la législation, des ressources qu'on décide d'affecter à des institutions comme l'OFII, l'OFPRA, les préfectures, etc. On voit bien tout le problème des guichets. Voilà, les places d'hébergement, l'organisation du marché du travail, la part qu'on accepte de faire ou pas au travail au noir, par exemple. Et puis évidemment, l'énorme problème du recours externalisé, du contrôle externalisé des frontières, le recours au hotspot, etc. Voilà. Et donc, du coup, c'est ma dernière diapo, la dernière. Oui, on se plaint beaucoup de l'impuissance de la politique migratoire, les fameuses OQTF, le fait que le nombre des immigrés continue de progresser malgré les 21 lois qu'on a faites depuis 1990. On va voir bientôt la 22e. Et en fait, je crois que c'est pas le manque de volonté ou de moyens qui explique l'impuissance de la politique, c'est le fait que nos politiques fixent des objectifs qui sont complètement irréalistes, qui sont démesurés, qui ne tiennent pas compte des réalités essentielles du pays. L'idée de réduire l'immigration subie pour offrir une immigration choisie est naïve. Annoncer qu'on va pouvoir réduire drastiquement tel ou tel flux migratoire, qu'on va pouvoir suspendre le regroupement familial, qu'on va pouvoir inverser la tendance mondiale des migrations, qu'on va pouvoir tenir le pays à l'écart des mouvements de réfugiés, qu'on va pouvoir convaincre les nationaux de s'adonner au travail manuel, et ça c'était que ce que Lionel Stoléru avait déjà essayé sous Giscard, ça avait totalement échoué parce que les marchés du travail sont scindés. Vouloir rabattre les États de droit de l'Europe de l'Ouest sur le modèle libéral de la Hongrie, enfin, c'est complètement contraire à toute notre histoire et à tout ce que nous sommes. Résilier les engagements internationaux, les conventions internationales qui nous lient, qui lient les sociétés démocratiques, et puis faire croire que la France serait davantage la France sans l'immigration. Tout ça, ce sont des idées que je juge immatures, irréelles, et qui, effectivement, si on se fixe ça pour objectif, on est voué à l'impuissance. Donc, il y a là un véritable déni d'immigration, comme il y a des dénis de grossesse. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous auriez encore écouté François Héran longtemps. On a peut-être le temps juste pour une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que l'exposé était très complet, très illustré. Bonjour et merci. La migration climatique n'a pas été abordée et il y a eu un schéma qui a été projeté notamment pour la COP, je me rappelle plus, non, à Paris, 21, voilà, merci. Il y avait un schéma qui a été fait et voilà. Alors, sur la migration climatique, j'ai fait une conférence à Beaubourg qui doit être visible, facile à retrouver sur Internet. Pour l'instant, si vous voulez, ce qu'on a comme données vraiment précises, c'est pas des migrations internationales liées à la dégradation du climat, ce sont des déplacés internes, c'est-à-dire des personnes qui ont dû se déplacer à l'intérieur de leur propre pays. Le niveau des eaux monte, les inondations, etc. Ça déclenche essentiellement des déplacés internes, des déplacements internes. Et il existe des grandes bases de données, parce qu'évidemment c'est une question qui est très très étudiée en ce moment. Il y a ce qu'on appelle l'IDMC, qui est une organisation norvégienne, qui essaie de mettre dans la même base de données tous les conflits qui sont engendrés par la violence, les guerres, etc., et les déplacements engendrés par les guerres, les conflits, etc., et les déplacements engendrés par les questions climatiques. On a à peu près un déplacement climatique pour 7 ou 8 déplacements liés à la violence. Ça reste un phénomène minoritaire, et ça, c'est des déplacements à l'intérieur du pays. L'idée que le changement climatique va nécessairement provoquer des migrations internationales, ça, c'est pas du tout prouvé pour l'instant. On n'en a aucune preuve précise. On parle toujours des Maldives qui sont un petit peu à fleur d'eau et qui a déjà un plan pour s'évacuer entièrement vers un pays continental voisin. C'est très peu de monde. On a le Vanuatu, mais le Vanuatu, c'est un pays entièrement volcanique qui est secoué d'éruptions. Et les éruptions, c'est pas le changement climatique. C'est une autre causalité. Donc en fait, alors pour faire tout ce genre d'études, il faut avoir une technique vraiment très particulière. Il faut d'abord travailler sur une période de temps suffisamment longue pour être démonstrative, 20 ans, disons.
donc en général l'intervalle entre 2 recensements. Il faut des données géodésiques, des données satellitaires qui montrent l'évolution du climat, des cultures sur 20 ans, et il faut rapporter ça à l'évolution des populations dans les mêmes zones. C'est pas facile, hein. Mais quand on le fait, il y a des études qui ont essayé de le faire, notamment en Afrique, en Asie, etc. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre la dégradation du climat et les déplacements de population. Il y a des liens indirects, c'est-à-dire que ça peut accroître l'exode rural, ça peut accroître l'urbanisation, l'urbanisation peut aller de pair avec plus de violence, la violence peut avoir des effets sur l'émigration vers les pays étrangers. Il y a des liens indirects, c'est pas évident à démontrer. Et on a même des contre-liens, c'est-à-dire des chercheurs qui ont montré que quand des pays ça sèche, enfin connaissent un assèchement systématique, eh bien ça appauvrit les populations et ça diminue les ressources, ça diminue les moyens dont ils ont besoin pour immigrer. Et donc ça réduit la migration au lieu de l'augmenter. Alors évidemment, peut-être qu'au bout du compte, si le Niger continue de s'assécher, il va y avoir un retournement. Mais vous voyez que pour l'instant, on n'a rien. Et donc, je pense que je suis frappé de voir à quel point l'idée de la migration climatique inévitable, etc., a envahi les esprits. Enfin, ça s'est diffusé à une vitesse extraordinaire. Ce serait en soi un sujet de recherche. Mais pour l'instant, l'idée que ce sont des migrations internationales n'est pas prouvée. Et les exilés liés à la violence, à la guerre, aux interventions étrangères. Voilà. Et puis lié aussi, je dirais, et ça c'est ce dont Claude Callam va parler, lié au fait à la domination économique, coloniale, ex-coloniale, etc., des pays du Nord sur les pays du Sud. On ne peut pas s'exonérer de cette situation-là. S'ils viennent chez nous, c'est d'abord qu'on est allé chez eux. Enfin bon, il faut aussi se rappeler ça. Donc je pense que ça mérite pour l'instant d'accaparer beaucoup plus d'attention que ces très problématiques migration climatique qui sont si souvent citées. Voilà. J'étais un peu long, mais je crois que le sujet en valait la peine. Une autre petite question, s'il vous plaît. Toute petite. Est-ce que vous pensez que on pourrait dire que la population française est raciste et que de cela découlent les lois de nos gouvernements? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Alors non, parce que si vous voulez, on a des enquêtes et la France, Sciences Po par exemple, Cevipof, applique des enquêtes qui recopient en réalité des questions qui étaient déjà posées dans des enquêtes américaines, qui sont posées un peu partout maintenant en Europe. Quand on demande aux gens, pensez-vous qu'il y a trop d'étrangers ? Pensez-vous que les étrangers font pas assez d'efforts pour s'intégrer, etc. Un peu partout, c'est 60, les 2 tiers de la population disent il y a trop d'étrangers. Les autres sont de trop. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Ils font pas d'efforts pour s'intégrer. On retrouve à peu près les mêmes proportions. Mais ce qu'a montré l'enquête sur les fractures françaises, qui est très intéressante, c'est qu'au moment du Covid, quand on s'est aperçu que les immigrés occupaient plus qu'à leur tour des emplois essentiels, eh bien, les chiffres, la proportion de gens qui ont dit, qui ont pensé que ils ne faisaient pas d'efforts pour s'intégrer, a chuté pour la première fois dans l'histoire de l'enquête, et de 10%, parce qu'il y a une enquête qui est faite 2 fois par an. Donc, en l'espace de 6 mois, il y a eu une chute de 10%. Bon, c'est passé de 60 à 50%, c'est encore beaucoup, mais enfin, il y a eu, et c'est assez frappant, sauf chez les électeurs du Front National, où là, c'est resté stable. Et de façon générale, quand vous regardez tous ces chiffres, toutes ces enquêtes, vous apercevez qu'en réalité, c'est pas de l'ordre du constat, ce sont des jugements politiques. Quand vous regardez, est-ce qu'il y a trop d'étrangers en France ? 95% des électeurs du Front National disent oui, seulement 35 ou 40% des électeurs de gauche. Donc en fait, c'est beaucoup plus un jugement politique qu'un constat objectif. Et ça, c'est lié après à la construction du débat politique, au fait qu'on a des présentations très unilatérales de l'intégration des immigrés, que lorsqu'il y a des choses positives qui sont publiées, comme l'étude de l'OCDE montrant que l'immigration rapporte plus au budget public qu'elle ne lui coûte, ça c'était en novembre 2021, ça n'a pas été répercuté. J'ai entendu aucun ministre, aucun président se faire l'écho de ce genre de résultats. De la même façon, les données de l'enquête trajectoire indiquant que finalement il y avait un grand brassage des origines au bout de 2 ou de 3 générations, qui est quand même une donnée fondamentale.
mondiale pour essayer d'évaluer le sort de l'immigration. Ça n'a pas du tout été répercuté. Je vous disais, il n'y a que le Monde qui a fait un compte-rendu correct sur la question. Donc ça dépend beaucoup, me semble-t-il, du débat public. Je ne dirais pas que intrinsèquement, foncièrement, les populations sont ou ne sont pas racistes, on ne l'est pas plus ni moins que les autres. C'est la façon dont les débats sont organisés qui change d'un pays à l'autre. Oui, je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez fait des enquêtes pour savoir pourquoi justement l'Allemagne par rapport à votre tableau, a accepté beaucoup plus de Syriens? Est-ce que parce que c'est mercantile, sa population vieillit, ils ont besoin de main-d'œuvre, ils veulent effacer les crimes nazis? Hypothèse, hein, attention, oui, pardon, excusez-moi. Non, mais j'avais eu ça quand j'avais entendu ça. Voilà, ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout racistes? Je vais vous renvoyer j'ai écrit, alors bon, c'est une revue en ligne, AOC, Analyse Opinion Critique, où j'ai fait un long article sur Angela Merkel, à l'approche de la fin de son dernier mandat. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder dans la littérature toutes les imputations, les raisons qu'on a données à la décision d'Angela Merkel. En fait, ça balaye tout le spectre possible. Il y a des gens qui ont dit, elle est fille de pasteur, elle est chrétienne, elle a des valeurs, etc. Et le Spiegel, par exemple, a reproché à Angela Merkel d'être en proie à l'émotion, à ses émotions chrétiennes. Et c'est pour ça qu'on l'a représenté en couverture du Spiegel en Mère Teresa. Donc l'idée, c'est par charité chrétienne et donc sans aucune considération. Donc le Spiegel disait, on pensait qu'elle était quand même rationnelle, qu'elle avait un raisonnement économique, etc. Et puis voilà qu'elle s'adonne à la compassion au détriment des réalités économiques du pays. Donc ça, voilà. Il y a une deuxième imputation qui a été faite, et vous l'avez évoqué. Elle veut rétablir la grandeur de l'Allemagne, elle veut que l'Allemagne retrouve un magistère moral, elle veut redonner à l'Allemagne le premier rang en Europe, et donc une volonté de puissance. Et Ulrich Beck, l'écrivain allemand, avait dénoncé Machiavel, il l'avait surnommé Machiavel à cause de cette volonté de domination. Toute autre image, vous voyez à quel point elle est inconciliable avec la première. Et puis, il y a l'argument qui était beaucoup utilisé dans les revues économiques et par une partie de la classe politique allemande, disons, nous avons une démographie déclinante, nous avons besoin de main-d'œuvre, et donc faisons appel à l'immigration pour donc l'argument utilitariste. Donc, entre l'argument caritatif, utilitariste et volonté de puissance, vous faites votre choix. Donc, voilà, cela dit, il y a les capacités d'organisation de l'Allemagne. Quand vous lisez le fameux discours d'Angela Merkel du 31 août, Wir schaffen das, vous regardez ça, c'est un cours de droit constitutionnel. Elle dit, nous devons accueillir tout le monde, nous devons respecter la dignité humaine, y compris pour les déboutés du droit d'asile. C'est une phrase assez étonnante. Ça fait partie de nos missions. Et elle dit aussi, nous avons une capacité d'organisation, nous avons les Länder, nous avons déjà l'habitude d'accueillir des réfugiés, c'est pas la première fois. Il y a aussi la puissance caritative de l'Allemagne, le système concordataire, qui fait que Caritas en Allemagne, c'est beaucoup plus puissant que son équivalent français, Caritas, parce qu'ils ont des institutions, ils ont des écoles, ils ont des maisons de retraite, ils ont toute une infrastructure considérable, et il y a l'impôt ecclésiastique que versent à peu près les 3/4 des Allemands de l'Ouest et 1/4 des Allemands de l'Est, qui alimente la puissance caritative de l'Allemagne. Donc tout ça fait partie des explications. Voilà.